Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence inaugurale de l'édition 2013 de European Lab, 3e édition. Je vous en dirai quelques mots dans quelques minutes, mais je passe la parole à Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon et président du Grand Lyon, qui nous accueille aujourd'hui pour cette ouverture du Lab 2013. Merci, mesdames et messieurs. Moi, je suis heureux d'ouvrir avec vous cet après-midi pour plusieurs raisons. La première, c'est la présence de Joschka Fischer ici. Je crois que si j'avais à me situer en termes de proximité, c'est quelqu'un dont je me sens assez proche. Je me sens assez proche d'abord parce que je crois que nous avons une passion commune de l'Europe, que nous pensons qu'aujourd'hui, l'avenir se situe dans l'Europe et que s'il y a une crise de nos pays, ce n'est pas parce que nous avons trop d'Europe, mais parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et en particulier qu'il faut une Europe politique qui puisse donner son sens à l'Europe économique, monétaire qui existe aujourd'hui. Joschka Fischer est un fédéraliste européen. Moi, je me sens très proche de cette école de pensée. Puis le deuxième point, c'est évidemment le Lab en lui-même, ce festival, des festivals d'une certaine manière, cette réflexion sur les cultures urbaines. Et si ma première passion, c'est l'Europe, ma deuxième passion, c'est la ville. Et je crois que le monde de demain s'invente très largement dans les villes à travers tous les continents et que l'on voit un espèce de dialogue des cultures qui se fait à travers les différents pays du monde. Et de la même manière que dans l'Europe du XVIe siècle, c'était dans les villes que s'inventait la culture, l'humanisme, la civilisation, je pense que c'est dans un dialogue des cultures urbaines à travers le monde que va s'inventer la civilisation de demain. En particulier au travers de laboratoires comme ceux-ci, j'ai regardé quels étaient les points cardinaux, culture, entreprise, médias, politique. Je crois que c'est au travers de ces 4 dimensions que l'on peut tracer le monde de demain. Mais la culture résume tout, parce que vous savez, l'échange qui a fait que les villes du XVIe siècle ont produit la culture, c'était l'échange marchand. Mais au-delà de l'échange marchand, chaque fois que des femmes et des hommes se rencontrent, il passe bien autre chose. Il passe un dialogue entre les civilisations, un dialogue entre les cultures, et c'est ainsi que s'invente la civilisation de demain. Alors moi, je suis très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir évidemment les Nuits Sonores pour leur 11e édition. Il y a quelques années, lorsque je débutais à la mairie de Lyon, on a fait un pari insensé. C'était un jour de donner 250 000 € à une jeune équipe, Arti Farti, pour qu'ils organisent ce festival des Nuits Sonores. Évidemment, c'était un pari un peu insensé, mais c'est un pari qu'ils ont ô combien réussi. Et donc, moi, je suis chaque année heureux d'être avec eux. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette introduction. Je vais dire quelques mots du Lab et quelques mots du programme de cette première conférence. D'abord, je suis très heureux d'accueillir Joschka Fischer, qui est donc cette année notre invité d'honneur. Nous avions reçu Jérémy Rifkin l'an passé à cette même place. Le Lab, c'est donc un programme qu'on a créé il y a 3 ans. C'est un forum professionnel que nous avons créé en marge du festival Nuits Sonores. Gérard Collomb vient de rappeler que nous fêtons cette année la 11e édition du festival. On avait d'abord énormément de professionnels présents sur Nuits Sonores, un peu plus de 1200 pros, dont on ne savait pas trop quoi faire et à qui on ne savait pas trop quoi proposer sur toutes les premières éditions. On a décidé de créer un rassemblement professionnel européen en marge de Nuits Sonores, justement pour un petit peu capitaliser sur cette présence professionnelle de toute l'Europe.
Nous avons à Nuit Sonore, vous êtes d'ailleurs nombreux dans ce cas-là aujourd'hui, des gens qui dirigent des festivals, des gens qui dirigent des labels, des gens qui dirigent des jeunes entreprises innovantes dans le domaine des nouveaux médias, dans le domaine du numérique, dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine du graphisme, de la création visuelle, etc. Et on avait envie de rassembler tous ces acteurs avec une volonté clairement affichée dès la première édition de ce lab, qui est de créer un espace pour tous ces jeunes acteurs européens de la culture pour repenser les modèles et les politiques culturelles des 10 ou des 20 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses depuis 10 ou 20 ans qui ont très fortement bousculé le monde de la culture. La première, évidemment, c'est la révolution numérique, comme on l'appelle, pour faire simple et rapide, mais qui a été un changement radical dans à la fois la façon de créer des œuvres, de les partager, de les diffuser, d'en être aussi le consommateur, entre guillemets. Ça, c'est une révolution massive. La deuxième, qui est bien entendu connexe, c'est la globalisation des comportements culturels. On le voit évidemment fortement dans la culture électronique, puisque les artistes de la scène électronique internationales sont sans doute les plus avancés dans leur capacité à travailler de façon transcontinentale, transfrontalière, d'être en permanence à l'affût quand on est à Berlin de ce qui se passe à Johannesburg ou de ce qui se passe au Chili et d'accueillir des artistes d'Amérique du Sud qui vont avoir un son de techno minimal qu'on entendait avant à Francfort. Voilà, c'est ça la culture électronique et je pense que c'est vrai de toute la vie culturelle aujourd'hui. Il se trouve que les politiques culturelles, particulièrement au niveau des États, sont aujourd'hui structurées et pensées en fonction de modèles et d'une réalité culturelle qui n'a pas encore pris en considération cette double révolution. Et il nous semble que ça suppose tout un tas d'enjeux, de réflexions qui doivent être partagés, échangés très librement. Et je suis extrêmement heureux qu'on puisse avoir ces paroles libres et ces paroles indépendantes des mécanismes institutionnels au cœur même de l'institution, et c'est grâce au maire de Lyon qu'on peut le faire. On avait choisi, on aurait pu faire ça dans une friche industrielle, ces rendez-vous professionnels, mais on a décidé de les faire à l'hôtel de ville de Lyon pour que cette parole non institutionnelle et indépendante ne soit pas démonétisée dès qu'elle est prononcée, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une espèce d'espace où des paroles comme ça ne seraient pas reprises et partagées avec les acteurs de l'institution eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle on a créé ce lab. Pendant une semaine, on va échanger avec environ 150 intervenants de toute l'Europe et d'au-delà, parce qu'on a aussi des invités qui viennent de tous les continents. On le fait grâce à un certain nombre de partenaires que je vais me permettre de citer, grâce à l'Union européenne d'abord, qui a accepté de soutenir ce projet il y a 3 ans. Grâce à la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui est notre premier partenaire et le partenaire fondateur de ce lab. Aujourd'hui, cette conférence, on l'a fait également en partenariat avec le Goethe-Institut, avec qui nous avons une relation amicale et professionnelle depuis de nombreuses années. Et surtout, je voudrais remercier très très vivement le journal Libération, le quotidien Libération, qui est un partenaire extrêmement important pour nous. Je salue Nicolas Demorand qui va nous retrouver dans quelques minutes après l'intervention de Joschka Fischer, puisque c'est lui qui va échanger un petit peu avec Joschka et qui ensuite pourra également modérer cette rencontre avec vous pour toutes les questions que vous aurez à poser à Joschka Fischer. C'est un partenaire très important parce que ça donne évidemment une caisse de résonance aujourd'hui au niveau national qui est très importante pour nous. Et on sait aussi que tous les élus de France, alors tout le monde ne lit plus de journaux papier malheureusement, mais au moins tous les élus de France lisent Libération, enfin on l'espère. Donc ils verront quand même au moins une partie, peut-être même sur le web, qui sait, de Libération, une partie des échanges et des conclusions que nous essayerons de tirer de cette 3e édition. On va parler d'entrepreneuriat culturel, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont présents cette année. On parlera d'entrepreneuriat culturel avec Stephen Hearn qui est là et que je salue aussi, qui est missionné par le ministère de la Culture pour amener une réflexion nouvelle sur ce que doivent être les entreprises culturelles dans les années à venir. On va parler d'industrie de la musique, évidemment. Nous espérions très fortement avoir les conclusions de la mission Lescure qui était annoncée pour le 6 mai, la veille de l'ouverture du lab et du lancement de Nuit Sonore. Il se trouve que, miraculeusement, elles ont été ajournées au 13 mai. Donc les 200 personnes concernées de très très près au niveau européen par ce sujet ne pourront pas échanger sur la base des conclusions du rapport, mais pourront quand même faire un peu de prospective sur ce que ce rapport pourrait contenir. On sait déjà qu'il a 75 conclusions, donc c'est déjà une bonne information.
Et puis ensuite, nous allons parler également de politique culturelle, évidemment. Nous avons une table ronde que nous avons, parce que nous sommes un peu chafouins, que nous avons intitulée Déconnexion, pour savoir si les institutions culturelles aujourd'hui sont en phase avec la révolution numérique. On parlera aussi des visions comparées entre l'Europe et les États-Unis sur la culture. On va parler de l'industrie du disque, bien entendu. On va parler de tout un tas de sujets. Voilà. En tout cas, je suis... Et puis, on a surtout beaucoup de témoignages. On a des séries chaque jour qui s'appellent Storytelling, où des fondateurs de projets culturels très importants, très symboliques. Je pense à fondateur de Burning Man aux États-Unis, le label DFA, le festival Sonar à Barcelone, les Transmusicales de Rennes. Tout un tas de gens qui ont fondé des grandes aventures culturelles viendront nous raconter pendant toute cette semaine comment ils ont créé ça, pourquoi, avec quelle conviction et avec quelle passion, parce que c'est évidemment ça qui nous anime tous, c'est la passion de la culture, de l'innovation, de la musique. Et voilà, donc je vous remercie infiniment d'être là, je suis très heureux que cette salle soit pleine pour accueillir Joschka Fischer, et je lui passe la parole. Merci. Merci infiniment. C'est un privilège pour moi et un plaisir d'être à Lyon, cette belle ville de Lyon, et un public nombreux, cette salle fabuleuse. J'aimerais faire un petit commentaire. Je vous prie de m'excuser de ne pas parler en français. J'étais un très mauvais élève. Et j'ai fait une grosse erreur de ne pas apprendre le français. J'avais décidé de faire le latin. Bon, le latin, je l'ai peu maîtrisé aussi, mais je ne peux pas parler français de manière suffisante. Donc, je m'exprimerai en anglais. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici, de vous parler de l'Europe, et surtout ce jour-ci, le 8 mai. Il est difficile de parler de l'Europe si on ne comprend pas l'histoire de l'Europe. C'est un continent d'histoire, et pour comprendre les questions, les problématiques et les mentalités européennes de nos jours, on ne peut pas comprendre sans une compréhension de l'histoire européen. On regarde, nous sommes entourés d'histoire. Cela se passe en France, bien sûr, et également dans mon pays et dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, l'histoire compte pour nous, fait partie de notre identité. Et l'histoire est également à la source de beaucoup de problèmes de nos jours. Lorsque nous tentons de créer une Europe unie, car l'histoire nous réunit et nous sépare. Et ce 8 mai symbolique, il me semble qu'il est particulièrement important de comprendre ce qui s'est passé il y a 68 ans. C'était la fin du Reich en Allemagne. C'était le début d'une Europe nouvelle. Et nous devons tous être très reconnaissants qu'à cette époque-là, il y avait des chefs qui décidaient sur cette nouvelle réalité de l'Europe. Nous avons le nazisme, c'était la barbarie, c'était le pire de ce que l'Europe a pu produire dans notre histoire, des crimes atroces, des destructions affreuses. Mais heureusement, il y avait une génération en 1945 en Europe et aux États-Unis, des meneurs d'hommes qui ont compris les leçons d'histoire, qui ont compris qu'on ne pouvait pas continuer sur ce chemin. L'Europe était divisée entre l'Est et l'Ouest, et l'année suivante, il y aura aussi une autre date importante, le 9 novembre. En août, pardon, excusez-moi, en août, donc le début de la Première Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale s'est terminée le 9 novembre 1918, donc l'armistice.
Mais c'était également en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, et depuis, le monde a changé de manière dramatique. Nous avons connu une période après 1945 où une nouvelle Europe voyait le jour. Et quelle était l'essence de cette Europe? La nouvelle Europe, dans sa constitution, c'était de dire, de mettre fin à ces siècles de guerre et entrer dans une ère de coopération et d'intégration, encore plus que coopération. Et le cœur de cette Europe nouvelle, il fallait se dire que les ennemis historiques, la France et l'Allemagne, devaient surmonter la haine, cet héritage de guerre, et commencer un nouveau chapitre dans leur histoire. Et c'était bien avant 1957, lorsque la France et l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire et poser les premières pierres de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bon, je sais que les jeunes de nos jours, bon, grand-père, pépé, moi je suis donc mon grand-père va me parler de la guerre, mais ce n'est plus du tout une réalité en Europe. Et ils ont raison de dire ça. Mais pour comprendre de quoi on parle, lorsqu'on parle de l'Europe, il ne faut pas, on ne doit pas oublier l'histoire, même pour les jeunes. Il faut comprendre les raisons pourquoi l'Europe est une chose tellement précieuse. Et si nous perdons ces projets européens, ce projet européen, ce serait une erreur historique profonde. Et la France et l'Allemagne sont critiques pour nous permettre de garder ce projet, de continuer. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'on a fait de très grands progrès. La toute première fois que je suis venue en France, je crois que c'était en 1964. Et à l'époque, la France, c'était un autre pays. Il y avait des frontières. C'était la génération qui avait connu la guerre et même encore des gens qui avaient connu la Première Guerre mondiale. Et c'était donc peu de temps après la chute du nazisme en Allemagne. Mais même à l'époque, en 64, donc, je n'étais pas encore grand-père, j'étais encore jeune. Et on sentait vraiment cette atmosphère d'un nouveau début. Et ce nouveau début était fondé sur le traité d'Élysée, le traité de Rome. Et c'était une expérience pour vraiment... pour moi, à l'époque, bon, je ne connaissais pas la France, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et depuis, nous avons fait des progrès ensemble. Donc, mesdames, messieurs, lorsque nous parlons de l'Europe aujourd'hui, il faut comprendre que notre Europe, on a l'habitude maintenant, c'est une chose donnée, en fait, émerge d'un autre monde, d'une histoire, mais qui fait partie d'un monde nouveau qui change tous les jours. Bon, il ne faut, comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier ce passé. C'est la guerre qui a défini notre passé, notre histoire, surtout entre nos deux pays. Mais il faut surtout comprendre, et surtout les jeunes ici aujourd'hui, votre vie sera définie par les changements qui sont en train de se mettre en place, qui se passent maintenant dans le monde. Donc, les Américains nous diraient, bon, ils appellent l'Europe le vieux continent, oui, mais comparé à la Chine, nous sommes encore jeunes, je dirais. Donc, vieux, jeune, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts, est-ce que nous sommes capables
d'agir ensemble dans le XXIe siècle. Et c'est ça la question. Si on parle allemand, français, hollandais, polonais, peu importe, car du point de vue des Américains, les Indiens, les Chinois, nous sommes des Européens. Et donc la question n'est pas si on a encore ces querelles historiques, ces rivalités historiques. Du point de vue des Chinois et des Américains, c'est de la folie. Ils nous voient comme Européens. Ils nous traitent, ils nous parlent comme si on était des Européens. Donc, la question, c'est est-ce que nous sommes forts ou faibles? C'est ça la question du XXIe siècle. C'est ça qui va déterminer l'avenir, les espoirs de la jeunesse. Et notre environnement est encore plein de défis. Si on regarde le Moyen-Orient, le Maghreb, la Russie, qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce sont nos voisins. Et nous sommes dans un voisinage plein de défis, de difficultés. Nos cousins américains ont leurs propres problèmes et ils sont plus tournés vers le Pacifique, d'ailleurs, dans leurs réflexions. Et nous avons, on a pour habitude de critiquer les Américains, mais quand on a besoin d'eux, ils vont venir à notre aide. Mais je crois que pour l'avenir, il faudrait se donner plus les moyens en Europe, investir dans nos propres intérêts. Est-ce que nous sommes capables d'investir dans nos propres intérêts? Et c'est ça la question. Ce n'est pas une question de France, Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne. C'est une question que nous devons nous poser tous. Et si on veut parler de l'avenir de la France sans l'Europe ou l'Allemagne sans l'Europe, ce n'est pas possible. Et il faut y réfléchir. Si l'euro s'écroule et on retourne à la situation des devises nationales, eh bien, les Chinois et les Américains vont être impressionnés, n'est-ce pas? Ce serait de la folie pure. Et dans cette crise que nous connaissons aujourd'hui, quand j'entends les nationalistes, je les entends, mais où sont les personnes pour défendre l'Europe? Et ne me dites pas que la situation est trop complexe. La situation après 1945, pour la génération de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer, était bien plus compliquée que notre situation. Lorsque nos grands-parents et parents, ce qui devait réparer et remettre sur pied était beaucoup plus compliqué. Donc, mesdames, messieurs, je me permets de vous dire que la question de l'Europe, surtout pour les jeunes générations, c'est là la vraie question. Si nous perdons l'Europe, rien ne va plus pour tout le monde. Et il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, la vie va continuer. Et je ne pense pas qu'il y aura un retour à la guerre. Les Européens ont perdu la volonté ou l'agressivité de faire la guerre entre eux. Mais il va falloir prendre des décisions. Quel avenir voulons-nous pour nos enfants et petits-enfants? Et je ne pense pas que les gens pensent véritablement que c'est la bonne solution. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut faire tous les efforts pour avancer et traverser cette crise européenne pour créer une Europe plus forte. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je pense qu'actuellement, il y a des sentiments négatifs un peu partout en Europe. J'entends des idées, on parle d'une union latine, donc avant en Allemagne, ça serait une union monétaire des pays du nord de l'Europe. Mais c'est nier ce cœur d'Europe et
ce cœur d'Europe, c'est la relation franco-allemande. Si la France et l'Allemagne étaient dans des camps différents, on aurait tout perdu. On aurait perdu 60 ans d'efforts d'intégration européenne. Car surmonter ces confrontations entre les deux, c'était ça le cœur, le socle sur lequel est fondée l'Europe. Donc, il ne faut pas accepter de nouvelles divisions en Europe. Et il ne faut pas poursuivre non plus des politiques qui vont dans ce sens, qui encouragent ces divisions. Et je parle à qui veut m'écouter, y compris dans mon pays. Donc, de ce point de vue-là, messieurs, dames, l'Europe se trouve dans une situation où on doit traverser une rivière où il n'y a pas de pont. Et au milieu de la rivière, bon, une vague nous arrive dessus, soudainement. Et nous avons deux options dans ce cas, peut-être trois. Mais il n'y en a que deux qui peuvent marcher. Donc, soit on essaie de remonter la rivière pour retrouver le chemin là où on était. C'est la renationalisation. Mon point de vue, ça serait un désastre pour l'Europe. Ou bien nous essayons d'atteindre l'autre rive. Et ça serait la vraie intégration de l'Europe, surtout dans la zone euro. Et aller vers une mutualisation de la dette et une union politique, car les deux sont très liés. La mutualisation de la dette, bon, les Allemands ont toujours dit non, 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 pas question. Mais pour les Français, c'est l'union politique qui, bon, est inacceptable. Mais il faut se poser ces questions ensemble, entre la France et l'Allemagne et nos autres partenaires dans la zone euro. Sinon, bon, on peut essayer de garder cette illusion de patauger au milieu de la rivière, mais c'est suicidaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que nous devons avancer. Et cela demande du leadership, cela exige des décisions politiques difficiles, mais surtout une discussion ouverte entre la France et l'Allemagne. Et pour comprendre cette question, bon, bien sûr, nous sommes différents. Nos cultures sont différentes. Vous avez une culture plus centralisée en France. En Allemagne, c'est décentralisé. Et chacun pense que l'autre a tort. Mais lorsqu'on se met à table dans les ministères, bon, quand les Français parlent des Allemands et vice-versa, quel est qu'est-ce qui vous rend dingue chez nous, par exemple? Et la réponse, des fois, c'est vous voulez toujours être décisionnaire. Vous voulez avoir le mot final. Donc, les Allemands pensent la même chose des Français. Et bon, cela ne va pas changer, n'est-ce pas? Et je l'ai connu pendant de longues années. Mais si on le fait correctement, on peut construire quelque chose, on peut produire quelque chose grâce à cette discussion. L'Europe a beaucoup appris à tirer des leçons, mais il faut l'organiser de la bonne manière. Il ne faut pas oublier, si nous ne sommes pas dans le même bateau, l'Europe sera bloquée et rien de positif en sortira. Et donc, de ce point de vue, il est très important que non seulement les gouvernements des deux pays, bon, bien sûr, c'est compliqué entre les présidents et les chanceliers. Je connais bien le problème. Mais il n'y a pas que les gouvernements qui sont déterminants. Ce qui m'inquiète, c'est le silence des médias et dans la société civile dans les deux pays. C'est cela qui m'inquiète. C'est un problème sérieux. Il ne faut pas sous-estimer. Si on n'a pas une discussion ouverte, que ce soit entre les politiques, bien sûr, mais aussi les intellectuels, l'opinion publique, eh bien, il me semble que ce sera très
compliqué de surmonter la crise, car il y a beaucoup de points sur lesquels on ne se comprend pas. Et il faut réfléchir sur plusieurs choses. Depuis quelques années, depuis le référendum sur la Constitution européenne, à ce moment-là, la réponse avait été non au référendum. La majorité des votants de moins de 30 ans étaient contre cette Constitution européenne. Et même encore aujourd'hui, avec le chômage très important dans certains États membres et plus de 50% dans certains pays chez les jeunes, c'est encore plus compliqué. Mais quelque chose s'est produit, car l'Europe était toujours quelque chose de positif pour beaucoup de générations, tout d'abord la mienne, mais c'est les plus jeunes. Maintenant, on voit un revirement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Car les jeunes avaient de l'espoir en Europe et maintenant, ce n'est plus le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a perdu cette narrative de l'Europe. Ma génération faisait confiance à cette vision. L'Europe a été construite pour contrer les tendances guerrières. Mais après la guerre froide, et avec l'élargissement de l'Union européenne, avec une Europe plus grande, plus étendue, avec la mondialisation et l'émergence de la Chine et d'autres marchés, dans un monde qui change très vite, il me semble que nous avons perdu notre voix, nous avons perdu cette narrative, cette vision. Et ce que voient les gens, c'est seulement une construction bureaucratique. Et rien ne vient du cœur, rien ne touche les gens. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de jeunes qui vivent en Europe et vivent l'Europe. Ils ne sont pas contre l'Europe. L'Europe fait partie de leur existence, mais en même temps, ils sont plus attirés par les eurosceptiques que vers l'Europe, faute de cette vision. Et il faut que ça change. Et donc, cette nouvelle vision doit nous parler plus de ces défis de l'avenir et arrêter d'être toujours tourné vers le passé, car il y a des opportunités énormes en Europe. Nous sommes unis, mais il y a une grande diversité aussi, ça fait partie de l'Europe. Si vous allez aux États-Unis, vous allez vous dire, oui, ils ont une grande diversité, mais pas de la même manière. Nos pays ont plus de 1000 ans. Nous avons chacun nos cultures, nos langues, nos histoires propres. Et donc, cela constitue une opportunité. Et donc, je pense que cette nouvelle vision doit nous parler de cette diversité et en faire une opportunité. Et là, la culture joue un rôle. Bon, la haute couture, si vous voulez, culture avec une bon, c'est transnational, une culture transnationale. On ne peut pas parler que d'avoir l'opéra écrit par le peuple. Bon, les Italiens, eux, ont peut-être leur mot à dire parce que mais bon, on ne peut pas avoir que de l'opéra à l'italienne. Mais une grande culture doit être transnationale. Mais la culture populaire joue également un rôle important. Et tant que cette culture populaire ne parle pas aux jeunes de cette nouvelle réalité, je crois que les problèmes vont persister et que nous aurons des difficultés pour les surmonter. Donc, de ce point de vue-là, et pour les jeunes, ce que je voudrais surtout dire, l'Europe est une grande opportunité
Et c'est l'opportunité de toucher à d'autres cultures, de les connaître, l'une des plus grandes inventions. Bon, maintenant, avec la réduction des budgets, est en difficulté, l'une des plus grandes inventions de l'Europe, c'est le programme Erasmus. Regardez cette opportunité d'aller étudier pendant 1 an avec des financements de l'Europe en dehors de votre propre pays. Et ce serait terrible de réduire ce programme. Et il faut non seulement avoir un tel programme pour les jeunes étudiants, mais également pour les jeunes en formation professionnelle, ceux qui ne vont pas à l'université. Il faut l'étendre à un autre public, d'avoir des échanges plus larges pour parler à la fois de cette diversité et de notre unité. Donc, la culture populaire joue un rôle important, mais cela demande de la place. Ce n'est pas qu'une question d'argent et de financement. Bon, je dis ça devant le maire qui, les représentants de la ville, les représentants, oui, bien sûr, l'argent, ça aide beaucoup. Mais, bon, l'argent est limité, d'une part. Mais ce dont les jeunes ont besoin, c'est d'avoir accès à des espaces pour créer. Et je pense que si l'Union européenne dépenser 0,5, 0,4% du budget de l'agriculture sur autre chose, ça serait bien, n'est-ce pas? Non, c'est vous. Les jeunes fermiers, je crois que seraient d'accord aussi. C'est quand vous êtes jeune, que vous soyez à la campagne ou pas, il y a des questions qui sont plus importantes que les subventions agricoles. Bon, bien sûr, il faut pas que d'autres financements, les fonds de cohésion territoriale, il y a toute une panoplie de financements. En tout cas, l'Europe devrait être plus engagée envers les cultures populaires et de la jeunesse. Donc, messieurs, dames, il faut réinventer l'Europe. En France et en Allemagne doivent être les moteurs de cette réinvention, car il n'y en a pas d'autres. Et c'est un peu le problème aussi. Si nos deux pays ne s'engagent pas entièrement, complètement, alors l'Europe sera en grosse difficulté. Pour l'Allemagne, cela veut dire qu'il va falloir se dépasser ces problèmes d'argent. On est un peu obsédé par l'argent. Mais en France, vous avez également des défis, des problèmes. Et c'est la souveraineté. Et les deux sont étroitement liés. Et donc, en bons amis, nous devons nous mettre à table pour discuter, mettre tout sur la table et ensuite chercher ensemble une solution. Et je crois qu'il est possible de trouver des solutions. Si la France et l'Allemagne travaillent vers une solution, et il ne faut pas se leurrer, l'euro sans une mutualisation de la dette ne peut pas survivre. Et il n'y aura pas de mutualisation de la dette sans un partage de souveraineté. C'est obligatoire. Et cela dépend de la France et de l'Allemagne. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Si on perd l'euro, tout le projet, toute la vision de l'Europe sera mort. Le marché unique sera mort. On aurait perdu ce projet et on sera mis en cause, on sera coupable de cet échec. Et ce n'est pas si compliqué que ça d'avancer, cela demande du courage, oui. Et il faut une discussion ouverte, il faut une vision
commune et que l'idée est que les Européens doivent jouer, l'Europe doit jouer un rôle fort dans le XXIe siècle, qu'on ne sera pas réduit à de l'artisanat à côté de la Chine, le Brésil, les États-Unis, que nous sommes les maîtres de notre destin. Et donc, il faut construire ensemble cette nouvelle vision et il faut réattirer la jeunesse pour qu'ils soutiennent l'Europe et non pas la rejeter. Merci. Bonjour à tous, juste quelques mots pour vous dire que j'ai 3-4 questions à poser à Joschka Fischer et qu'ensuite des micros circuleront dans la salle pour que le dialogue puisse s'instaurer entre vous et lui. Je vais vous le dire en français, Joschka Fischer. What is the problem between François and Angela? Eh bien, comment répondre à cette question? Je ne peux pas vous expliquer quel est vraiment ce problème entre François et Angela, parce que j'ai jamais été présent lors de leur querelle, en quelque sorte. Mais je peux vous dire que j'ai vu ce qui s'est passé entre Gerhard et Jacques Chirac pendant quelques années. Et bon, au début, c'était vraiment terrible. C'était entre eux le torchon brûlé. Donc, ça a changé après Irak. Et après, donc, la guerre en Irak, c'était vraiment de l'amour entre les deux. Mais je pense que cette question personnelle n'est pas si importante que cela. Vraiment? Oui, parce que ce que j'ai vu, c'est quelque chose que j'avais prévu pour Gerhard Schröder, parce que vous savez qu'il était eurosceptique au début de sa carrière. Je lui ai dit, si tu deviens chancelier, en fait, tu vas te calmer un peu, parce que le chancelier et le président français, les deux doivent travailler de concert. Donc, vous êtes obligés de travailler ensemble, vous êtes obligés de coopérer ensemble. Et du coup, j'avais raison. L'histoire m'a donné raison. Donc, il faut penser à Nicolas et Angela, c'était pareil, les 2 premières années, c'était vraiment invivable entre les deux. Nicolas Sarkozy, oui. Et je n'accorderai pas trop d'importance à cette relation personnelle entre François et Angela. Je pense qu'il y a un grave problème, par contre, entre la France et l'Allemagne. La question n'est pas une question personnelle, mais le problème, c'est qu'on ne bat pas toutes nos cartes, on ne parle pas de nos problèmes. Le problème de la monnaie européenne, le problème de la souveraineté. Donc, évidemment, il faut que l'euro survive et il faut que les Allemands se mettent d'accord avec la mutualisation de la dette. Pour mutualiser la dette, bon, c'est facile à dire. Ça veut dire quoi exactement, la mutualisation de la dette? Ça veut dire que l'on va garantir la dette ou on va se porter garant de la dette des autres nations. Est-ce qu'on peut le faire sur la base de la structure actuelle? Non, c'est pas possible. C'est pas du tout possible parce que il faut signer des chèques en blanc sans savoir exactement ce qui va se passer à l'avenir. Donc, si vous voulez réellement mutualiser la dette entre les pays européens, à ce moment-là, il va falloir mettre en œuvre ou mettre en place une structure commune décisionnelle. Donc, c'est pas du tout simple parce que la garantie, évidemment, c'est une question de souveraineté. Et ça, c'est une question qui pose problème à la France. Et c'est une question d'État-nation. Donc, du coup, il faut que l'on oriente les choses différemment. Donc, il faut qu'on adopte un autre chemin. Et c'est une question qui se pose entre Angela et François. Et c'est pour ça qu'il y a de la tension entre les deux. Bon, qu'il y ait des relations, des problèmes personnels entre les deux. Peu importe. Sur le couple franco-allemand, dans votre propos, on a entendu une très grande inquiétude sur le fait que c'était le seul moteur possible en Europe, qu'il n'y en avait pas d'autre, qu'il n'y avait pas de moteur de rechange, et qu'il allait objectivement mal, puisque aucune des concessions fondamentales à faire, que ce soit par l'Allemagne ou par la France, ne semble devoir être faite prochainement. Je n'aurais jamais imaginé entendre de l'inquiétude à ce point dans vos propos, Joschka Fischer.
Si vous avez un tel niveau d'inquiétude sur l'état de l'Europe, sur l'état de son moteur principal, c'est vraiment que la situation doit être désespérée. Non, c'est une situation qui n'est pas désespérée, c'est une situation que je qualifierais de dangereuse et qui s'aggrave de jour en jour, et à condition que ces problèmes ne soient pas réglés ou ne soient pas traités entre les deux pays. Donc, d'un point de vue politique ou sur le plan politique, c'est comme si on joue avec sa santé personnelle. Donc, c'est un problème qui ne va jamais se résoudre tout seul si on ne s'y attaque pas. Donc, si on a une infection, par exemple, il faut traiter cette infection, sinon l'infection se propage. Et le problème en Europe, c'est que nous essayons d'éviter une discussion ouverte et nous essayons d'éviter ce processus décisionnel ouvert. Et moi, je pense que c'est dangereux. Il faut beaucoup de courage, d'accord, mais c'est faisable, à mon sens. Et accessoirement, ça s'est produit. Donc, 50% de la dette, je pense que la majorité des personnes dans la salle ne se rendent pas compte que l'on a pu régler ce problème. Donc, quand ils font nos dirigeants politiques, en fait, ils ont esquivé le problème, donc ils ont donné ce problème à la Banque centrale européenne. Et le président de la Banque centrale, Mario Draghi, de fait, il dirige une banque centrale européenne, mais aussi un gouvernement financier européen. Et c'est pas du tout ça comme situation, c'est dangereux comme situation. OK, en temps de crise, ça passe, mais c'est pas du tout une solution durable pour l'Europe. Et à ce moment-là, donc il va falloir que l'on s'attaque à ce problème, et notamment le problème entre la France et l'Allemagne. Et je ne sais pas si l'on va pouvoir le faire en coulisses à l'Élysée ou à la chancellerie allemande. Je ne sais pas s'ils en parlent entre eux. Mais à mon sens, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu des voix, par exemple en France, en Allemagne, qui s'insurgent contre cela. Évidemment, donc il y a des voix qui s'expriment avec les élections en Allemagne, et ces voix s'expriment en ce sens et disent qu'il y a de plus en plus de nationalisme, et donc c'est complètement contre-productif d'adopter ce chemin. Et je vois que c'est le cas, par exemple, dans le Sud, dans les pays méditerranéens qui sont en crise. Je vois cela avec le taux de chômage. Je vois avec le manque de croissance ou la décroissance même dans la zone euro. Donc, si on cumule tous ces facteurs, à mon sens, on est vraiment dans une situation qui est très grave. Vous en avez parlé, vous avez redit le mot en le mettant entre guillemets. On assiste bien au retour du nationalisme en Europe? Eh bien, je ne compare pas la situation avec les années 30. Ne me prenez pas, donc je ne suis pas très inquiet, mais on voit une montée de ces voix nationalistes, ces partis nationalistes en Allemagne pour la première fois depuis l'après-guerre. Donc on a fondé un nouveau parti qualifié de... qui pourrait être qualifié de nationaliste, mais je ne pense pas que la majorité de nos peuples, ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs, en Europe d'ailleurs, je ne pense pas que le peuple soit prêt à soutenir les nationalistes, mais moi je suis assez optimiste, je dois dire. Si l'on adopte un vrai processus décisionnel, les forces nationalistes vont disparaître, sont vouées à l'échec, donc n'ont pas vraiment d'offres qui soient attractives pour nos peuples. Et peu importe d'où viennent les nationalistes, qui viennent de gauche ou de droite, s'agissant de l'Europe, c'est toujours la même chose, que ce soit de gauche ou de droite. Et de ce point de vue-là, donc les idées telles que les idées qui se propagent en France, comme quoi la France devrait quitter l'Europe, ou en Allemagne, on dit que l'Allemagne devrait quitter l'Europe aussi. Ça signifierait quoi pour l'Europe? On détruirait tout ce que l'on a fait, on détruirait les fondements que nous avons posés, donc de nos états de providence aussi, nos États basés sur la sécurité sociale, sur la protection, sur le bien-être. Donc, il n'y a pas vraiment d'alternative chez le nationalisme. Mais c'est quelque chose qui monte en puissance et c'est en fait basé sur ce qui se passe au niveau politique. On a un manque de leadership dans tous nos pays. C'est difficile à dire. La question d'Angela et de François. C'est parce qu'il faut bien que les idées, les combats, les défis politiques soient pris en charge, pris en main par des hommes et des femmes politiques qui se trouvent exercer le pouvoir. Ce n'est pas pour personnaliser à outrance la discussion, c'est simplement pour dire que l'histoire a aussi besoin d'un certain nombre d'acteurs. Avant de donner la parole à la salle, une dernière question. Vous avez dit, plus on s'approche du moment,
où la crise va devenir aiguë, plus vite approchera la prise de conscience que le moment est grave et qu'il faut donc regarder sans doute ailleurs que dans les réponses nationalistes. À votre avis, je sais que vous n'êtes pas devin, mais le moment de cette prise de conscience-là, c'est quand? C'est après l'élection allemande? C'est en 2013-2014? Le moment où il va se passer quelque chose? Où il peut se passer quelque chose? Eh bien, je dois vous donner une réponse honnête et je dois limiter mes propos, donc je dois tempérer mes propos. Tout ce que je dis maintenant, c'est vraiment au nom de l'Allemagne, parce qu'évidemment, je ne peux pas m'exprimer au nom de la politique française. Je ne suis pas expert en politique française, ou en politique italienne, ou en politique grecque, etc. Donc maintenant, ce que je dis, c'est par rapport à ce que je connais en Allemagne et la politique allemande. Donc, de ce point de vue-là, donc du point de vue allemand, basé sur mon expérience, et du point de vue de la perspective allemande, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de discussions avec des publics beaucoup plus conservateurs, par exemple un public d'entrepreneurs, donc très conservateur, très prudent, donc aussi un public plus libéral qui est très sceptique par rapport à l'Europe. La mutualisation de la dette, c'est comme un gros mot, c'est comme Dracula pour eux. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas parler si on parle à un public libéral comme cela. Donc on commence à hurler si on parle de la mutualisation de la dette à ce type de public. Mais si j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que l'on a besoin de l'Europe, pourquoi on a besoin de l'Europe, surtout dans ce contexte mondial actuel, et c'est un facteur clé d'ailleurs. Moi, je me déplace beaucoup, je vais souvent en Asie, je vais souvent aux États-Unis par exemple, et à maintes reprises, j'entends où je me dis pourquoi est-ce que mes compatriotes ne sont pas avec moi, ne sont pas derrière moi. Donc, il suffit d'aller à Shanghai, donc, ou à Séoul, en Corée. Et donc, on se demande, lorsqu'on se déplace à travers le monde, on se demande pourquoi ils ne sont pas derrière nous. Est-ce que l'on a besoin de l'Europe? Et la réponse est oui, on a réellement besoin de l'Europe. Ce n'est pas un problème allemand, ce n'est pas un problème français, c'est un problème commun qui nous concerne tous dans le XXIe siècle. Donc, lorsque j'explique cela devant ces publics dont je vous ai parlé, un public libéral, à ce moment-là, donc, ils sont d'accord pour adopter des décisions assez difficiles telles que la mutualisation de la dette, aussi le transfert de la souveraineté. Donc, à ce moment-là, on commence à accepter ces propos, même dans un public très conservateur. Donc, en Allemagne, basé sur mon expérience, aussi basé sur mon expérience personnelle, biographique, si l'on avait à prendre une décision sérieuse, grave, par rapport au besoin de faire cela et d'avancer avec l'Europe, avec un référendum, par exemple, à mon sens, 2/3 des Allemands voteraient oui. Mais, encore une fois, il faudrait donc une volonté politique avec une structure politique qui soit nouvelle. Donc, évidemment, il ne faut pas revenir à Maastricht, parce que sous Maastricht, il n'y a pas de possibilité de mutualiser la dette. Donc, il faudrait que ce soit clair. Donc, on ne peut pas se leurrer. Donc, il ne s'agit pas de revenir à Maastricht. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, au deuxième rang. Ah, monsieur avait déjà un micro. On va vous donner le micro, madame, après. Pierre Fischer, Jean Solomon, journaliste bulgare. J'ai 2 questions, si vous permettez, 3, mais je suis content seulement pour une réponse. Je serai content pour une réponse. Pas trop long, hein? Oui, vous avez le vieux contact après la chute du mur de Berlin avec ma pays natal, Bulgarie. Quelle est votre opinion, quelle est votre prognose, si j'ose dire, sur l'avenir de la Bulgarie dans la famille d'Europe? Ça, c'est la première question. Et la deuxième option, à 12 mai à 2000, à Berlin, vous avez fait un discours, un speech, où il posait la question « Quoi va dire l'Europe ?» Car l'Europe était faite et créée pour 6 membres et maintenant sont 15. Et vous avez conclu que le problème, il vient de ça. Était créé pour 6, maintenant on est 15. Bon, je ne suis pas pessimiste, mais le bilan est clair. Plus on est nombreux, plus il y en a des problèmes. Merci. Vous êtes resté sur 2 questions, finalement. Hein? On est comment?
Eh bien, tout d'abord, pour la première question, je pense que la Bulgarie doit continuer, doit poursuivre son développement économique, doit poursuivre le développement des structures sociales, sa démocratie. Évidemment, ce n'est pas un chemin qui n'est pas parsemé d'embûches. Il y aura des pièges, il y aura des problèmes, mais je pense que c'est la seule manière d'avancer. Et je pense que c'est le seul avenir positif qui se profile pour ce pays. Donc, je conseille à ce pays de continuer, de poursuivre ses efforts. Je pense qu'il y a une stabilité démocratique. Bon, il y a eu quelques changements basés sur les élections bulgares, mais néanmoins, votre pays avance petit à petit. Et évidemment, donc, c'est le cas pour toute la région des pays baltes, pardon, des Balkans. Et je ne vois pas forcément de risque de guerre dans ces pays des Balkans. Bon, à une exception près, donc c'est vrai que dans les pays des Balkans, je ne pourrais pas garantir que si l'Europe échoue, l'Europe pourrait peut-être échouer parce que vous savez que l'Union européenne est toujours un projet de paix basé sur le maintien de la paix et c'est un projet qui est très important et bon, on peut parler de la Turquie, si la Turquie devrait devenir membre de l'Europe, mais en fait, les Balkans, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une région européenne à part entière, c'est une région qui a joué un rôle décisif dans l'histoire européenne et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc c'était une zone de conflit où beaucoup de conflits européens se sont profilés. Donc c'était le théâtre de beaucoup de conflits et évidemment donc nous devons une solidarité à ce peuple, à ces peuples de vos pays des Balkans. D'États membres, sur le nombre d'États membres, qui était la deuxième question. Oui, tout à fait, le nombre d'États membres. C'est très simple, mesdames et messieurs, donc c'est très facile. Bon, c'est vrai que c'est un vœu pieux peut-être dans le monde de la politique. Et ce serait beaucoup plus facile si on n'avait que 10 membres de l'Union européenne, c'est vrai. Mais que se passerait-il par rapport aux autres membres? Donc la décision par rapport à l'élargissement de l'Europe, c'est une décision qui a été prise, non pas par des politiques, mais par l'histoire en fait. L'histoire, la nuit du 9 novembre 1989, lorsque le mur de Berlin a chuté. Alors, est-ce que vous pensez réellement que ce serait une bonne idée d'avoir la Hongrie avec un Premier ministre Orban en dehors de l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que réellement vous pensez que c'est une bonne solution que d'avoir la Bulgarie, la Roumanie et d'autres pays en Europe centrale et de l'Est et en Europe du Sud-Est en dehors de l'Union européenne dans ce contexte actuel? Alors, si l'on comprend un peu la diplomatie russe, par exemple, on répondrait tout de suite non à cette question. C'est pas du tout une bonne idée. Donc, il vaut mieux travailler avec ces pays et les avoir comme membres de l'Union européenne. Donc, c'est l'Europe que l'on doit construire. C'est une Europe qui est basée sur la diversité et sur la responsabilité. Et moi, je suis de l'avis... Bon, moi, je pense que l'Union européenne et les Européens ont fait un très bon travail. Et bon, c'est une question historique, c'est son histoire. Et si on devait recréer la même histoire, oui, je referais la même histoire parce que l'alternative, ce serait une zone d'insécurité, une zone où les États européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, où, par exemple, entre la Russie et l'Europe, il y aura ces guerres ou ces querelle de clocher, donc c'est une solution que je n'aime pas du tout. Donc ainsi, je pense qu'il faut que ces pays soient membres. Donc. Et puis monsieur en vert, tout haut là-bas, tout au fond. Allez-y. Good afternoon, Mr. Fischer. Bonjour, Monsieur Fischer. Je m'appelle Minreri, je travaille pour Generation Wide, donc c'est une émission sur les jeunes et vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé du programme Erasmus, vous avez parlé du taux de chômage élevé. Aussi, cette année, vous savez que c'est l'année de la citoyenneté européenne. Donc, dans ce contexte actuel, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour des jeunes, par exemple, des conseils pour lutter contre la crise? Donc, comment est-ce que les jeunes peuvent aider l'Europe à se construire, en quelque sorte? Ou comment est-ce que les jeunes peuvent aider l'Europe à les aider? Eh bien, mon conseil serait d'exercer une pression sur les politiques qui sont les dirigeants de vos pays. Donc, pour être franc avec vous et entièrement ouvert avec vous, et il faudrait aussi être courageux pour vouloir résoudre cette crise. Donc, il faut vraiment exercer une pression sur vos politiques pour résoudre cette crise. Donc, il faut vraiment prendre son courage en deux mains. Et je pense que plus il y a des jeunes qui font cela, plus on risque de réussir dans ce projet européen. Monsieur, tout au fond, qui a le micro? Quelqu'un a le micro en main ou pas? Alors, allez-y.
Madame, bonjour. Carole Varjebedian de Lyon. J'aurais une question à vous poser. Vous avez parlé de l'Allemagne et la France et la relation entre l'Allemagne et la France, et vous avez parlé de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Qu'en est-il de la relation entre l'Angleterre et la France? Parce que, évidemment, cette relation entre l'Angleterre et la France a toujours posé... Bon, c'est assez chaotique, disons. Il y a une tradition d'amour-haine entre ces deux pays-là. Et moi, j'ai l'impression que l'Europe est une sorte de menu ouvert, aux cartes ouvertes. On l'applique à la carte. Par exemple, l'Angleterre n'a pas adopté l'euro, par exemple. Et ma question est à quel niveau doit se placer l'Europe ou à quelle vitesse l'Europe doit se construire. Et la deuxième question, c'est un peu la suite de la question qui vient d'être posée. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en dehors de la sphère politique? Et est-ce que l'Europe ne devrait pas plutôt être dirigée par les peuples? Et ensuite, il faut rajouter une deuxième couche qui est la couche politique. Moi, je vais commencer avec la deuxième question. Donc, si les peuples sont engagés vers l'Europe, ou s'il y a un débat européen donc, entre les pros-européens et les anti-européens, pour moi, c'est un débat qui est toujours très fructueux. Un débat, c'est toujours mieux que le silence, en tout cas. Et je pense que ce type de débat, de discussion serait très utile. Et c'est vrai que je suis assez pessimiste par rapport à ce débat et si ce débat va avoir lieu. Mais partout, l'Europe est une grande question. Donc, pour les élections présidentielles en France, Mélenchon et Le Pen, ce sont les seuls politiques qui en ont parlé. Mais les deux grands partis n'en ont pas parlé de l'Europe lors des élections. Et en Allemagne, on voit la même chose. C'est passé. On n'en parle pas. Et les grands partis traditionnels, par exemple, disent que c'est dangereux de parler de l'Europe. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du problème. On n'en parle pas assez. Il faut traiter ce problème d'Europe parce que tous les Européens, le peuple européen parle de ces problèmes. Et donc, il en va de l'avenir, de l'emploi, par exemple, aussi, la croissance, l'avenir aussi, l'avenir de nos pays. Donc, de ce point de vue-là, c'est très positif, mais il faut des dirigeants. Il faut des dirigeants forts et engagés. Donc, c'est une illusion que de croire que le peuple tout seul peut travailler sans les politiques. Il faut une volonté politique, il faut du leadership politique, il faut une influence très forte sur les partis qui prennent les décisions et sur les leaders politiques. C'était quoi la première question? J'ai oublié. Redites. Ah oui, le rhythm. Ah, le rythme de croissance, de construction de l'Europe. Oui, eh bien, si l'on regarde les trois grandes nations de l'Europe, les plus grandes nations de l'Europe, ces grandes nations sont toutes plus ou moins au même niveau, sur un pied d'égalité. Bon, ces nations ont pris différentes formes, et c'est ce que j'appelle l'isolement, ou l'isolement converti en isme, donc c'est une maladie de vouloir s'isoler. Les Britanniques pensent, par exemple, que l'Europe, c'est une charge pour les Britanniques. Donc les Anglais veulent quitter l'Europe et veulent créer au milieu de l'Atlantique un super Hong Kong au milieu de l'Atlantique. Donc je pense que ça, c'est une grosse erreur et c'est une illusion de croire que l'on peut faire cela. Les Français pensent qu'ils vivent dans le meilleur des mondes, que vous avez un super pays qui est très beau. Pourquoi changer les choses? Parce qu'on est très bien ici. Je comprends tout à fait. J'aime bien la France, d'ailleurs. Et les Allemands pensent quoi? Et les Allemands pensent, bon, il ne faut pas toucher à notre monnaie, et il faut que l'on travaille dur, il faut qu'on exporte nos marchandises, donc laissez-nous tranquilles. C'est tout ce qu'ils disent les Allemands. Donc tous les trois, ils ont leurs propres problèmes. Mais le problème, c'est qu'ils sont embarqués dans le même bateau et on néglige la réalité, on met la tête dans le sable. Mais c'est dangereux que cette approche de se voiler la face, surtout pour les grandes nations européennes, et ce, dans le cadre de l'Europe actuelle et l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je pense personnellement que ça dépend de la France et de l'Allemagne. Malheureusement, les Anglais, les Britanniques ont abandonné l'Europe et donc je pense que l'avenir de l'Europe dépend de nous et la vitesse de la construction sera conditionnée par la crise. Et je suis assez pessimiste par rapport à ces mois à venir et la pression exercée par cette crise, parce que je pense que cette crise va
va s'aggraver et va créer une pression énorme. Et évidemment, si cela va de pair avec une pression politique sur les leaders pour bouger les choses et ne plus parler de la perspective personnelle, mais pour parler plus de nations et d'Europe, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire des progrès. Des europhobes dans la salle, qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole. Hein. Monsieur Anvers, peut-être? Monsieur Anvers, c'est moi. Bonjour. Francis Gay, bonjour. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans une radio de service public à Cologne, en Allemagne, donc j'ai eu un peu de recul par rapport à l'amitié franco-allemande. Je tiens à être un peu positif parce que c'est vrai que Joschka Fischer, même s'il a raison par rapport aux préoccupations actuelles, il faut reconnaître qu'il y a des échanges franco-allemands qui, aujourd'hui, sont très très riches. Je pense surtout à ce qui se passe au niveau des cultures populaires, au niveau de la musique, du cinéma, de la littérature, du théâtre, etc. Il se passe beaucoup de choses. En l'espace de 30 ans, j'ai vu une grosse évolution par rapport à ça. Il y a un respect mutuel, il y a même parfois un amour qu'on arrive à sentir. Récemment, l'équipe de football d'Allemagne a joué au Stade de France, a battu la France. Il n'y a pas eu, si j'ai bien suivi les informations... Il n'y a pas eu d'émeute, non. Il n'y a pas eu d'émeute. Ni de mouvement de blindés, effectivement, vers la frontière. On accepte quand même... Enfin, il existe une amitié franco-allemande qui est très très forte. Par contre, moi je suis très très étonné à l'heure actuelle des prises de position de nombreux hommes politiques, et souvent ces gens-là ne sont pas extrémistes du tout, qui jettent comme ça sur la place publique un dédain extraordinaire par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Alors ça a trait à l'économie, ça a trait à l'argent. Est-ce que Joschka Fischer, vous avez une réponse à donner à ces gens qui parfois sont très très intelligents, cultivés, brillants, mais qui ont des responsabilités énormes et qui sont en train, comme ça, au fil du temps, de jeter un trouble terrible, justement, entre la France et l'Allemagne et de certaines façons dans l'unité européenne et dans l'avenir de l'Europe. Vous pensez à un nom quand vous dites des gens très intelligents, etc. Écoutez, nous sommes à Lyon. Vous avez peut-être du mal à répondre. Non, je sais qu'il y a un président du Sénat en France, si je me souviens bien, qui a récemment eu une réflexion assez brutale justement par rapport à l'attitude de l'Allemagne. Alors j'arrive évidemment à comprendre qu'il y a des problèmes, mais ces façons péremptoires comme ça et parfois un peu injurieuses sont très surprenantes et je vous assure, vu d'Allemagne, font très mal. Joschka Fischer. Donc, nous avons connu Brudele qui critique la France en public. Donc, nous avons de manière très, très bête. Et bon, ça me... Bon, je ne m'énerve pas trop. Bon, mon impression, c'est que, bon, il n'est pas fut-fut, hein. Et dans un moment de crise, on entend beaucoup d'âneries de la part de gens qui veulent se faire voir dans les médias. Donc, il ne faut pas les prendre très au sérieux non plus. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que la relation franco-allemande aujourd'hui est bien meilleure qu'à tout autre moment dans l'histoire entre le peuple français et le peuple allemand. Mais rien ne garantit que cela va continuer lorsque tout ce cadre, ce socle européen disparaîtrait. Et c'est cela le problème. Et donc, je ne me soucie pas trop d'un retour de la haine, d'une confrontation violente entre les pays. Mais on va payer le prix ensemble et on va s'accuser mutuellement, car l'échec sera le nôtre, notre échec sera partagé. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Lorsque Adenauer et De Gaulle ont lancé, c'était un succès extraordinaire et unique. Si on regarde les 200 ans d'histoire entre nos pays avant De Gaulle et Adenauer, et il faut le préserver, ce qu'ils ont consommé, le poursuivre. Mais si on perd ce cadre politique, ça sera une défaite, un désastre pour nos pays. Vous nous faites peur, encore une fois. Il n'y a pas moyen... Hein? Yeah, you like it, I see it, but
Il ne peut pas y avoir un autre discours que le discours de la peur. Non mais I'm serious too. Il ne peut pas y avoir un autre discours que le discours de la peur. Dire attention si l'euro, attention si le coup franco. C'est beaucoup ça le discours qu'on entend aujourd'hui sur l'Europe. Well, eh bien, j'ai une position un peu dialectique, mais je suis optimiste que cela ne va pas se passer comme ça. Je vous en parle, mais je pense que le président français et la chancelière allemande ont cette compréhension profonde et émotionnelle, comprennent les dimensions de la crise, et les deux savent que si l'euro s'écroule, eux-mêmes seront morts et tout le monde va les accuser d'avoir causé cette chute, cette déconfiture. Donc, de ce point de vue-là, je ne cherche pas à vous faire peur, mais de vous réveiller. Et je suis très sérieux et je pense qu'on va dans une direction très dangereuse. On navigue des eaux dangereuses. Et il n'y a qu'une force qui peut nous sauver, et c'est l'Allemagne et la France ensemble. Mais il faut le faire ensemble. Et je ne cherche pas à vous choquer ou vous faire peur, mais de vous réveiller à cette réalité. Micro, où sont-ils? Oui, monsieur. Monsieur Fischer, on parle de crise à longueur de journée, mais ne serait pas plutôt une guerre économique? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas une guerre économique, ce serait trop simple. Et donc le problème, c'est que il y a un conflit d'intérêts, ça c'est sûr. Je ne pense pas que ce problème soit si grave que ça, mais la perception est très forte d'un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que les pays créditeurs pensent que s'ils doivent signer tous ces chèques, que cet argent est parti en fumée en quelque sorte. Et donc les pays débiteurs pensent qu'ils sont obligés d'appliquer des réformes d'austérité. Et bon, ils peuvent avoir raison, mais tort en même temps. Donc de mon point de vue, encore une fois, la manière d'avancer sur cette question, c'est de trouver une solution pour cette ancienne dette, cette dette existante. La Grèce s'enfonce. C'est la dette secondaire. Et donc, les gens cherchent à épargner de l'argent, ne dépensent pas, et donc la dette s'aggrave. Et les Grecs doivent rembourser donc les autres banques européennes, et donc ça fait partie de cette crise bancaire, hein, ça y contribue. Et de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'il faut parler de la mutualisation de la dette. Cela veut dire que et il va falloir trancher dans cette ancienne dette. Quelqu'un doit payer, mais qui? L'Allemagne. Non. Non, non, l'Allemagne. Non. Vous allez payer, vous, hein, aussi. Vous inquiétez pas. Hein. Vous allez mettre la main à la poche. Donc, de ce point de vue, donc, pour vous aussi, hein, il faut bien comprendre cette mutualisation de la dette à l'avenir, c'est-à-dire les Eurobonds, les obligations européennes. Et je pense qu'on serait prêt, même les plus sceptiques chez les économistes, je pense que les Allemands seraient prêts d'adopter les obligations européennes après les élections, à la condition, s'il y a une institution commune, s'il y a la garantie que ce n'est pas une carte blanche
pour créer de nouvelles dettes nationales. Et ça, c'est une question de souveraineté. Encore une fois, je me répète, je m'en excuse. Et donc, nous y voilà. Et donc, et la France et l'Allemagne doivent surmonter, dépasser leurs anciennes positions politiques. Et je comprends que c'est très difficile dans votre contexte national, mais la crise actuelle tourne autour de cela. Avant de vous redonner la parole, vous êtes, paraît-il, très haut dans les sondages et dans les codes de popularité en Allemagne. Est-ce que vous pouvez accéder à des responsabilités politiques prochainement? Et si oui, ce que vous venez de nous dire sur les eurobonds, à savoir que l'Allemagne serait prête à y aller, est-ce votre sentiment comme ça en respirant l'air du temps ou est-ce une information et une vraie? Excusez-moi, je reprends mon autre casquette. It's only my feeling. Ce n'est qu'un sentiment que j'ai. Non, il n'y a pas de nouvelles informations à ce niveau-là. Je suis à la retraite et je vais rester à la retraite. Je ne participe plus à la vie politique. Je suis citoyen de l'Allemagne et de l'Europe. J'admire la France, quant à la France, mais je suis un homme privé. Mais vous êtes privé, sauf quand vous êtes en public. Toutes les élections, si elle vous dit Joschka, viens, what do you answer? Ça devient n'importe quoi. Les langues qu'on parle. Non, elle ne va pas m'inviter, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas m'inviter à faire quoi que ce soit. Donc, je parle trop, bon, je ne dis pas des choses très gentilles vis-à-vis d'elle. Hein. Donc, je suis un individuel avec, bon, mon histoire à moi. Je discute avec beaucoup de personnes. Et c'est très simple de mon point de vue. Si on regarde la crise, surtout dans les pays du sud de l'Europe, si on regarde comment ça s'est produit, si vous regardez tout ce qu'on essaie de faire, regarde la Chypre, 0,2% comment on l'appelle en anglais? Le PIB oui, du pays, oui. Donc, il ne représente rien du PIB européen. Mais cette crise, tout le monde voit comme énorme. Barroso aussi dit que le pire est passé et tout va bien. Mais non, finalement. Et ça va nous sembler même pire, hein, que mauvaise gestion, crise de confiance. Et je crois que ce que cela nous montre, c'est que la crise ne va pas disparaître tant qu'on n'a pas éradiqué l'infection. Vous avez dit que l'Europe a besoin d'un nouveau narratif ou vision. Vous imaginez que M. Barroso, s'il reprend la voix de Martin Luther King et dit « J'ai un rêve, nous allons passer à l'eurobond ». Est-ce ça la nouvelle vision? Et est-ce que ça va nous inspirer? Non, je ne voudrais pas parler de manière trop personnelle, mais pour moi, M. Barroso ne va pas créer le rêve chez qui que ce soit, hein, et il n'inspire personne, là. Et donc, bon, je pense que la nouvelle vision, ce narratif qu'on cherche, et il faut le développer. Mais est-ce l'obligation européenne? Est-ce que ça fait rêver qui, en fait?
Non, non, moi, je rêve pas de Eurobonds. C'est une question politique et technique, très politique en fait. Mais la rêve, la vision, c'est trouver une nouvelle forme pour l'Europe, réunir les États membres, qu'on sera assez fort pour défendre nos intérêts communs et décider de l'avenir ensemble, mais avec d'autres partenaires aussi. Et c'est une expérience tout à fait passionnante, mais qui nous pèse en fait. Comment surmonter tous ces obstacles qui nous restent du passé? Comme quelqu'un a dit dans le public à l'instant, entre la France et l'Allemagne, la situation est tellement meilleure, même meilleure qu'en 70. On ne compare plus. Et c'est tellement plus positif. Et donc, il n'y a... Et si on regarde les échanges, nous sommes les plus grands partenaires commerciaux. Et cela n'a jamais été aussi fort et bien. Donc, de ce point de vue-là, tout ça, c'est très positif. Mais maintenant, ces méfiances anciennes reviennent à cause de la crise. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'on doit réfléchir à une nouvelle forme, une nouvelle vision qui va de l'avant, qui regarde vers l'avenir et qui ne dépend du passé. Bien sûr, le passé est important pour comprendre la situation actuelle, mais pour l'avenir, je crois qu'il faut innover, changer de cap. Et ça, c'est pas forcément une question pour les politiques, c'est peut-être la société civile et les intellectuels. On va prendre des questions dans la salle. Allez-y, madame, allez-y. On vous entend pas. Ça y est, on vous entend. OK. Donc, bon, pour répondre à la question de Nicolas Demorand tout à l'heure, j'ai voté non au référendum de la Constitution. Et pourtant, je me présente comme une euro-optimiste et très optimiste. Mais j'attends un parti transnational, social, comme peut-être d'autres attendent un parti transnational libéral. Moi, j'attends un parti ou un mouvement qui dépasse les frontières et qui nous représente et qui représente le citoyen et son envie de dépasser les problèmes actuels. Madame, Madame, well, you voted, vous avez voté non. Mais je suis sûre à 100%. Si la crise aurait frappé l'Europe de toute façon, mais on aurait agi de manière avec plus de solidarité grâce à cette Constitution, et ce n'est pas possible. Maintenant, bon, c'est vraiment dommage, mais je n'y peux rien, mais il faut tirer les leçons des erreurs du passé et peut-être que la prochaine fois, si vous voulez bien, votez oui. Et pour un parti transnational, cela dépend des partis, bien sûr. On peut avoir un programme socialiste commun pour les Verts ou les conservateurs et ne plus parler de politique nationale. Vous pourriez avoir un candidat commun. C'est envisageable. Cela dépend des partis. Quel micro? Monsieur Fischer, bonjour. J'ai, comme tout le monde ici, entendu votre inquiétude quant à l'avenir de l'Europe, mais j'ai également entendu les espoirs que vous placez dans la culture et dans la diversité. Et de ce point de vue, je perçois une petite contradiction entre le fond de votre propos et sa forme. Ma question est toute simple. Herr Fischer, warum haben Sie diesen Vortrag nicht auf Deutsch gehalten? Pourquoi n'avoir pas donné cette conférence en allemand? Merci. Vielen Dank. Pourquoi vous n'avez pas donné votre conférence en allemand? Eh bien, parce que on nous a parlé. C'était plus simple d'avoir des interprètes. On se disait que beaucoup de gens comprennent l'anglais, très peu comprennent l'allemand. Et c'est... Bon, bah, la prochaine fois, je fais en allemand.
Le micro est coupé. Non, il était toujours coupé. L'année prochaine... Je peux parler. Ça y est. Now it's working. Bonjour, je suis Blandine Pellissier. Je suis... Allez-y, allez-y, madame. Sincèrement, allez-y. Et monsieur terminera. Voilà. Je suis Blandine Pellissier. Je suis cofondatrice du mouvement HF qui milite pour l'égalité femmes-hommes dans l'art et la culture. Comme on le sait en France depuis les rapports Rennes-Pratt de 2006 et 2009, il y a des déséquilibres flagrants à ce niveau-là en France, tant au niveau des programmations que de l'accès aux postes à responsabilité. Nous nous sommes réunis ce matin avec des acteurs et actrices de la société civile d'autres pays d'Europe. On constate la même chose dans les autres pays. Quand il y a de légères avancées, que ce soit comme il y en a eu en Espagne ou en Suède, elles sont remises par des gouvernements de gauche, elles sont remises en question par les gouvernements de droite qui leur succèdent. Je suppose que vous êtes au courant de la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 qui incite les États membres à réfléchir sur l'égal accès l'égal traitement et accès des femmes et des hommes dans les arts du spectacle. On sait qu'une résolution n'est qu'une résolution. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'en venir à des mesures coercitives au niveau européen pour ne pas qu'on soit à la merci des changements de gouvernement dans nos pays respectifs? Merci pour cette question. Une réponse rapide. Eh bien, en général, je dis oui, bien sûr, mais la relation est très difficile entre les niveaux de décision à la Commission et le Parlement et la mise en place au niveau national. Bon, si l'Europe veut prendre des mesures plus coercitives, ça serait peut-être une bonne idée, mais la mise en place au niveau national demande au Parlement nationaux d'agir. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr. Il faut que ça se passe à tous les niveaux. Allez, monsieur, dernière question. Guy Plantier, je voulais vous dire que l'année prochaine, nous allons voter pour renouveler le Parlement européen. Mais malheureusement, ça risque d'être un échec parce que, comme d'habitude, ça sera les Français d'un côté, les Allemands de l'autre, les Italiens, etc. Les lois électorales ne sont pas les mêmes, le jour n'est jamais le même. Autrement dit, les Français qui sont profondément européens, mais seront pris par leur côté national, évidemment, ne voteront pas. Je crois qu'en 2005, si le référendum avait eu lieu partout en Europe, c'était le peuple français comme le peuple allemand se serait trouvé être partie prenante du peuple européen et aurait voté pour l'Europe. Tandis que, évidemment, les Français à l'époque étaient contre Chirac, donc ils ont voté contre Chirac, sans se soucier qu'ils votaient contre l'Europe. Et je crois que vous qui avez beaucoup de charisme, monsieur Fischer, prenez la tête d'un mouvement pour promouvoir le peuple européen. Je crois que vous aurez un bel avenir. Merci. Eh bien, comme je disais, il ne faut pas revenir en arrière. Une vie politique, je ne vais pas revenir. Et je ne vais pas... J'ai de bonnes raisons que je ne vais pas vous ennuyer avec mes bonnes raisons de ne pas le faire. Mais je crois que vous avez tout à fait raison de dire ce que vous avez dit sur le référendum, les raisons de son échec. Et Chirac a fait une énorme erreur de le faire comme ça. C'était poussé par des calculs français. Et j'avais beaucoup d'amis comme madame qui ont... Et c'est vrai, on a voté pour Chirac contre Le Pen, mais là, c'était trop nous demander. On ne lui donne plus notre voix. Et donc, cela s'est terminé très mal, comme vous le savez. Mais la situation a changé depuis. Et il y a un risque
grand risque l'année prochaine avec les élections européennes. Car si la crise n'est pas en voie de résolution, beaucoup de personnes ne se rendront pas aux urnes. Et l'extrême droite, l'extrême gauche et les anti-européens, les eurosceptiques vont pouvoir mobiliser leurs troupes. Et ils peuvent avoir des scores importants par rapport à ceux qui ne se déplaceront pas pour voter. Et c'est un risque qui est créé en plus par les grands partis politiques, tous les partis traditionnels. Leur silence, leur lâcheté devant ces questions ne permet pas de mobiliser les gens. Et le risque est réel. Et ce serait encore un pas en arrière, une défaite pour le projet européen. Mais je pense qu'il y a encore le temps d'éviter ce problème. Et il faut que les grands partis politiques et leurs dirigeants se mettent en action. Bon, et pour l'instant, on doit attendre le résultat des élections allemandes. Vous allez me demander quel sera le résultat. Je ne sais pas. Mais ce que je vois, vous pensez qu'elle va gagner? Mais ça, c'est une question française typique. Hein? Votre obsession typique. Mais c'est pas une question personnelle comme le président français. C'est pas la même chose. Ah, c'est très différent. En France, c'est une élection personnelle. En Allemagne, ce n'est pas aussi personnel. Le chancelier n'a pas les mêmes pouvoirs que le président. Il n'est pas élu directement. C'est un poste qui est élu par le Parlement. Et donc, la question, c'est les élections parlementaires. Hein. Donc, je comprends la perspective française parce que vous avez vous connaissez votre système, mais le système allemand est très différent. Et donc, il est difficile de dire. Et c'est les résultats des différents partis qui vont compter. Pour l'instant, la droite et la gauche, ni l'un ni l'autre n'a une majorité. La gauche, on pense qu'il y aura un retour en force, mais il faut une coalition entre les démocrates sociaux et les Verts, ça ne va pas marcher. Alors, quel en sera le résultat? Aujourd'hui, il y aura un changement de gouvernement, mais peut-être pas à la chancellerie. Donc, une grande coalition au niveau du gouvernement. Mais il y a encore des mois à venir. La situation change de jour en jour. Beaucoup de choses peuvent changer. Il y a un scandale actuel en Bavarois dans le parti, le CDU, le Bayern München. Donc tout cela joue un rôle dans les élections, ce genre de scandale. Mais il est trop tôt pour dire. Mais ce n'est pas pas une élection aussi personnelle en Allemagne. J'ai compris. Merci infiniment. Merci. Merci.